je vais planter le décor de façon très simple. Pourquoi espoir et crainte? Parce qu'aujourd'hui, le brand content vit dans une espèce d'ambivalence que je vais essayer de vous traduire à travers un personnage qui est le patron de Forbes et qui prétend avoir sauvé Forbes de la faillite grâce au native advertising. Cela prête à débat puisque effectivement, est-ce que l'on peut pratiquer ce native advertising? Alors pourquoi natif? Il faut peut-être le préciser tout d'abord. Le native advertising étant une des expressions aujourd'hui du brand content. Pourquoi natif? Parce que s'intégrant dans le flux sur Internet, exactement à la façon d'acteurs nouveaux que vous connaissez bien, qui sont Facebook, qui sont Twitter, qui sont BuzzFeed, c'est-à-dire que le message publicitaire arrive sous forme d'articles au sein même du flux éditorial. Et c'est la révolution, soit certains se disent, eh bien, on procède à une sorte de mélange des genres, et quand je dis certains, pas forcément ce qu'on croit. Je sais que Yannick Bolloré, par exemple, qui est le patron d'Avas, a exprimé des réserves sur ce type de pratique en disant on risque de bousculer le contrat de confiance qui existe entre le lecteur et le site éditorial. Et d'autres disent effectivement c'est une chance extraordinaire puisque ce native advertising, eh bien, c'est une façon de se mettre un petit peu à armes égales par rapport à ces nouveaux acteurs. C'est une façon d'intégrer de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus habile la publicité dans le corps éditorial des sites de presse et pas seulement. Et enfin, c'est une chance pour les métiers du journalisme puisque, après tout, on demande des rédacteurs, on demande aussi, s'agissant du brand content, donc de toute cette production pour les marques de contenu qui est au cœur même de l'écosystème des médias puisque beaucoup de marques ont des sites qu'ils veulent nourrir à travers des contenus et pour cela font appel à des producteurs de contenu. Est-ce que le journaliste ne peut pas y trouver sa place? Alors, vous voyez, il y a une quantité de questions qui sont des questions d'ordre déontologique. Je pense à l'essayiste Jean-Claude Guilbeault, par exemple, qui a dit, s'agissant de Forbes, que Forbes s'était sauvé au prix du journalisme. Sous-entendu, quand on détruit ce contrat de confiance, d'un côté la publicité, de l'autre l'information, eh bien, on sacrifie le journalisme. Donc ça vous donne un versant. Et puis d'autres, encore une fois, et pas seulement Forbes, puisque maintenant le native advertising se retrouve dans le New York Times, se retrouve dans tous les grands journaux américains et se retrouve au Monde, se retrouve à l'Express. Tout le monde, tous les sites le pratiquent et disent au contraire, c'est une chance, ce sont de nouveaux formats et qui plus est des sources d'emploi éventuelles pour les journalistes. Donc voilà, j'ai planté un petit peu le décor et je vais peut-être commencer par vous céder la parole, Benoît Campagne, pour que vous nous expliquiez, vous, en tant que rédacteur en chef du site L'Express Votre Argent, comment ce native advertising est intégré dans un site comme l'Express aujourd'hui. Bonjour. Donc comment il est intégré? On a actuellement en fait sur le site donc l'Express Votre Argent. Votre Argent, c'est la partie patrimoine en fait du site d'information L'Express. Donc on parle de toutes les questions fiscalité, placement, retraite. Comment c'est intégré? Je vais prendre un exemple très concret. En fait, on a l'annonceur Before Bank, donc la banque en ligne, qui Before Bank, qui voilà maintenant 3 ans a ouvert sur le site un espace qui s'appelle Mon argent m'intéresse, qui est complètement intégré en fait à la navigation du site. Et donc ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux. Et concrètement, comment ça se passe? Donc la rédaction chef du site, c'est-à-dire moi, on négocie, enfin on négocie pas en fait, on discute directement avec l'annonceur pour savoir quel contenu on va mettre dans cet espace. C'est des contenus donc, qui sont en relation avec l'activité de l'annonceur.
et qui concerne tous les domaines de la finance. Donc ces contenus sont affichés sur le site et c'est moi en fait in fine qui décide quels contenus vont être affichés, sachant que j'ai toute la liberté de dire on n'affiche pas de produits que vous voulez vendre, on met juste des discours autour par exemple de la fiscalité des placements ou de l'actualité des marchés boursiers. Mais voilà, en tout cas moi ça fait 3 ans en fait qu'on travaille avec eux. Et ça fait 3 ans que je valide les sujets qui sont passés sur le site. Donc, Mais je vais quand même demander à Stéphane Martin tout de suite, qui est, je le rappelle, le directeur général de l'ARPP, si ce type de mention suffit au regard de la réglementation que vous-même, enfin la réglementation des règles que vous avez définies. Parce que la déontologie, en tout cas publicitaire, des professionnels, des annonceurs, des agences et des médias qui constituent depuis bientôt 80 ans, donc vous l'avez rappelé, le BVP originellement. La mention, oui, déjà est un des critères. Je crois qu'un des critères historiques de la déontologie dans la publicité, c'est l'identification de qui parle déjà, l'identification de l'annonceur, et puis l'identification d'un caractère publicitaire qui doit être mentionné. Alors ensuite, après, est-ce que la mise en page est un peu distinguée? C'est ça qu'il faut évidemment regarder. Là encore, ça répond à un critère. Et c'est cette notion en fait de désignation et d'identification qui répond parfaitement aux engagements que les professionnels, parce que l'objectif est toujours, évidemment, vous l'avez rappelé, la protection des consommateurs, mais aussi évidemment du contrat des lecteurs que l'on a avec les internautes, les lecteurs ou les auditeurs et téléspectateurs, puisque évidemment le brand content, dont le native advertising est la version peut-être plus vue du côté éditeur. On parlera plus du point de vue éditeur de native advertising. Une marque parlera plus de brand content, puisque Beforebox ne fait pas évidemment que ça. Elle fait aussi de la publicité plus classique, elle a d'autres contenus. C'est un élément de sa communication, de son contenu de marque, de ce brand content. Mais du point de vue, en tout cas, du respect des règles, il faut avoir en tête cette bonne pratique qui est qu'il faut que ça soit immédiatement identifiable. Alors, l'avantage d'Internet aussi, c'est qu'on peut peut-être en plus préciser. Je crois qu'il peut y avoir un lien hypertexte sur le nom de la rédactrice plus de la marque pour prolonger l'expérience. Peut-être un besoin d'aller plus loin s'il y avait des doutes, pour pouvoir dire clairement qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, comme il y a des photos des rédacteurs et des journalistes dans tous les ours digitaux. Donc on peut aller plus loin, c'est vrai, on peut en profiter pour aller plus loin avec juste un lien hypertexte. On va revenir ensuite sur la déontologie qui effectivement est au cœur de ce débat, mais je voudrais entendre tout de suite Charles Desfontaines, vous qui êtes à travers l'agence AdUlike, vraiment le spécialiste ou l'un des spécialistes de ce format publicitaire que l'on appelle le native advertising. Expliquez-nous comment finalement cette révolution qu'on a vue aux États-Unis, qui irrigue beaucoup de journaux américains, est arrivée en France et en quelques mois, pourrait-on dire. Expliquez-nous comment s'est déroulée cette diffusion de messages de ce type. Bonjour à tous. Je pense qu'elle est basée sur deux constats. Le premier, c'est la demande des marques aujourd'hui d'aller chercher de l'engagement avec les utilisateurs. Et le fait de rentrer par le contenu, c'est le meilleur moyen pour aller chercher un engagement le plus naturel et non pas rentrer par une approche sur une réclame qu'on peut dire qu'on trouverait sur tous les formats publicitaires sur Internet, sur les pavés, sur les bannières en général. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, le fait qu'il y a toute une nouvelle génération de consommateurs qui justement ne sont pas attirés par une simple promotion. Donc justement les sites que vous citiez comme un BuzzFeed aux États-Unis ou un Minute Buzz en France surfent sur cette vague-là et vont créer du contenu dédié pour les marques. Alors nous on a décidé en fait de mettre en place ça dans les premiers en France et en Europe, avec une logique, c'est d'être le plus transparent possible pour l'utilisateur. Parce que
on a développé en fait une technologie qui nous permet d'être très intégrés sur les sites internet et ou sur les sites mobiles et sur les applications. Et de ce fait-là, notre objectif n'est pas du tout de berner le consommateur. Au contraire, c'est d'être le plus transparent possible. Tout simplement parce que vis-à-vis de nos clients, on s'engage à ce que justement il y ait une certaine performance sur ces emplacements-là. Donc de ce fait-là, on a mis en place... Transparent, vous pouvez préciser Voilà, ce que justement. On a mis en place en fait deux types de mentions sur les emplacements de native advertising concrets. Une mention dite éditoriale, qui est en fait une mention qui va être vue avec avec les sites partenaires sur lesquels on va se plugger. Donc ça va être du type public communiqué, actu de marque, contenu de marque, dans certains cas même publicité si le site le souhaite présenter ça de cette manière-là. Et une deuxième mention qui va être une mention liée à la campagne, donc à l'annonceur qui va être proposé. Et justement, on va, en fonction de la typologie de contenu qu'on va pousser, on va préciser par cette mention en disant proposé par le nom de la marque, suggéré par le nom de la marque. Ça ne va pas être le même type de communication, ou sponsorisé. Donc proposé, c'est quand on va être vers un contenu qui va être créé par la marque, mais hébergé sur le site de l'annonceur. Suggéré, c'est quand on va être dans une logique un peu plus produit, où on va en fait renvoyer vers un site un peu plus qui tourne autour du produit. Et puis sponsorisé, là c'est plus la logique que décrivait Benoît sur justement rester sur le site éditeur. Et donc c'est du contenu qui est sponsorisé par la marque. Merci. Charles Gros, donc de TradeLab, vous avez écrit il y a quelques jours une tribune que j'ai trouvée assez remarquable dans ce sens où elle résumait parfaitement le problème sur le journal du net, intitulé de mémoire « Le native advertising entre révolution et déontologie ». Je crois que c'était ça à peu près les termes. C'est ça, ouais. Expliquez-moi... pour vous, qui êtes un opérateur de cette chaîne, en quoi le native advertising est à la fois une chance et un problème, potentiellement un problème déontologique? Alors déjà, j'aimerais juste recadrer un petit peu TradeLab dans ce discours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un opérateur, on travaille aujourd'hui pour les marques, plutôt les grandes marques dans l'ensemble. On travaille avec des constructeurs auto, des grandes banques, on travaille pour Before Bank par exemple. Donc ces personnes-là ont des objectifs de rentabilité. Ils dépensent de l'argent beaucoup sur Internet et derrière veulent un certain ROI, le fameux Return on Investment. Mais en fait, Internet a peut-être un peu décalé le sujet de la publicité, notamment autour du contenu et autour de la création publicitaire. Ce sont des gens qui ont beaucoup utilisé ce canal comme un canal de diffusion massif, sans forcément avoir de la réflexion un peu poussée là-dessus. On prend l'exemple du retargeting, par exemple, que vous connaissez à peu près tous. On a une belle pépite française qui travaille sur ces sujets-là. Résumé en 2 mots quand même, le retargeting. Vous allez visiter un site surtout d'e-commerce, prenons Voyage SNCF par exemple. Vous allez prendre peut-être un ticket pour Paris-Biarritz. Finalement, vous n'allez pas jusqu'au bout. Au bout de quelques secondes, quand vous allez surfer peut-être sur votre argent, vous allez revoir une pub de Voyage SNCF qui va effectivement communiquer sur un Paris-Biarritz. Aujourd'hui, c'est très utilisé, ça a été énormément utilisé et ça fonctionnait d'une certaine manière, hein, mais il y a une réflexion massive aujourd'hui des annonceurs. Je suis en contact avec donc, des annonceurs tous les jours qui fait « c'est fini ». Le retargeting. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas sa couverture sur cible, on ne maîtrise pas non plus le contenu, même si dans certains cas on peut le maîtriser, mais finalement il n'y a pas d'apport réel en valeur ajoutée, il n'y a pas vraiment d'apport créatif, on n'est pas dans des logiques de marque, et aujourd'hui les grandes marques finalement se posent la question si Internet n'a pas peut-être détruit d'ailleurs de la valeur ou une certaine image de marque quand c'est mal diffusé. Donc il y a une grosse réflexion qui a été orientée, on va dire, au sujet de ce contenu, de ces créas, et le native advertising ou le brand content. Et pour moi, effectivement, des solutions très intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut mixer aujourd'hui finalement des dispositifs qui vont être des dispositifs un peu plus de diffusion massive de temps en temps
pour répondre à certaines problématiques. Et puis derrière, effectivement, pour rehausser l'image de marque et qui va créer de la valeur aussi derrière, que ce soit on ou off pour certains, et ben effectivement, intégrer un contenu pertinent sur un site qui est en rapport avec finalement le sujet est totalement pertinent pour la marque. Et donc il y a vraiment un retour en arrière, je trouve, un peu des fondamentaux de la publicité qui sont effectivement qui je touche, avec quel message, plutôt que finalement couvrir un peu n'importe qui avec le mauvais message. Donc pour moi, c'est une vraie révolution. Alors ça permet d'être fait aujourd'hui à la fois par les outils techno, data server. On part sur des nouveaux systèmes d'achat média. Il y a eu une révolution en 2010 qu'on appelle le real-time bidding ou le trading média. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très très massif. On parlera de... ce sera historique, l'arrivée du real-time bidding dans le monde des médias, parce qu'aujourd'hui c'est online, ça va être sur la télé, ça va être sur l'affichage dynamique, la radio. Donc on peut aujourd'hui beaucoup plus cibler une audience. On sait qui est derrière un peu l'écran. Effectivement, c'est un monde de cookies. Même sans les cookies, il y aura des mondes de fingerprinting. On saura toujours un peu qui est derrière l'écran. Et le but, c'est... Et les jeunes sont très demandeurs. C'est vrai que les gens peut-être un petit peu plus âgés, ça leur fait peur. Mais les jeunes, aujourd'hui, les 15-35 ans, tous les sondages qui ont été faits autour, préfèrent recevoir de la publicité ciblée. Donc des marques qu'ils apprécient ou des marques qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils apprécieraient, avec effectivement le bon contenu, la bonne créa, donc le bon message. Donc pour moi, tout ça est positif. Après, vis-à-vis des journalistes, et c'était aussi le but de la tribune, le but n'est pas de biaiser déjà le user. L'internaute doit effectivement se sentir à l'aise avec le contenu. Donc c'est important de le notifier, que c'est une publicité, une offre commerciale, un message commercial. Et que ce n'est pas un contenu produit en tout cas par un journaliste de la rédaction. Après, ça peut être un contenu produit par un journaliste qui effectivement va travailler pour la marque. Mais si ce contenu est pertinent et il est bien adressé, il est créatif, il est innovant, il est percutant finalement, impactant comme diraient les marques. Moi personnellement, je trouve ça très bien. Et il y a donc aujourd'hui une vraie avancée, un vrai positivisme, je dirais, sur Internet au niveau du média. C'est bien plus riche et ce n'est, je pense, que le début. Merci. Cyril Franck, alors je disais que vous étiez un peu le plus sceptique de cette table ronde sur le native advertising et j'aimerais bien vous entendre sur les limites que vous voyez à ce genre dans l'exercice même du métier de journaliste. Parce qu'on a bien compris que ça pouvait être une chance pour des journalistes qui éventuellement pourraient se reconvertir en rédacteurs, mais est-ce que ce n'est pas une menace pour le journalisme lui-même? Alors moi j'ai une position un peu intermédiaire, on va dire, le clergé et l'État. Je pense qu'effectivement le native ad, ou le brand content ou le contenu de marque est une opportunité à la fois intéressante d'un point de vue économique pour les médias, et en même temps effectivement un risque qui risque d'abîmer la marque, en fait, la marque média. Donc il y a des conditions très précises. Il y a effectivement celles qui ont été évoquées, à savoir la transparence de l'émetteur qui parle, le contexte, la mise en contexte de l'annonceur, de la précision de quoi il s'agit. Ça c'est un premier point. Mais même au-delà de ça, je dirais qu'il y a des sujets, il y a des annonceurs d'abord qui me paraissent très compliqués déjà en tant que tels, à savoir, je ne sais pas, si Areva aujourd'hui décide de faire du native ad sur l'environnement, je vais vraiment me poser des questions, parce qu'au-delà même de ce que je vais raconter, même si c'est tout à fait sérieux, que l'information est validée, ils ne présenteront qu'un aspect seulement de ce qu'ils ont envie de communiquer. Et il y a un choix éditorial qui, derrière, abîme, je pense, quelque part, certaines marques, en tout cas, en fonction d'un positionnement éditorial précis. Voilà, donc il y a des annonceurs... Marque média, vous voulez dire? Marque média, oui. Marque média, oui, parce que je considère que les médias sont des marques aussi. Il faut faire très attention à cette notion. En fait, il n'y a pas que les marques d'annonceurs. Les médias sont des marques. Donc il faut qu'ils fassent aussi attention à ne pas abîmer leur marque. Et donc il y a des annonceurs qui me semblent compliqués. Il y a des sujets qui semblent compliqués, et même quand l'annonceur je dirais, pose pas de problème. Je vais donner un exemple précis. Le native ad, j'en ai fait, donc je suis ancien journaliste. J'ai travaillé pour AOL pendant un certain nombre d'années, et dès 2002, on faisait déjà du brand content, mais sous des conditions bien particulières. Encore une fois, Benoît a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il fallait que le journaliste ait la décision finale, le final cut, comme on dit chez les cinéastes. Ça me semble essentiel, mais au-delà de ça, même dans le process de fabrication de l'information, c'est qui apporte le sujet, comment il est validé, sur quels critères, et à quel moment on arrive à dire stop,
j'arrête. Est-ce qu'on a la liberté en tant que journaliste de dire je ne le fais pas le sujet, il a été vendu par la régie, il a été plus ou moins déjà mis dans les tuyaux. Est-ce qu'on a vraiment le loisir de dire stop? Il faut qu'on ait le loisir de dire stop, et ça c'est très important, et que les règles soient claires dès le départ. Donc au-delà même de la notion de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est comment on fait les choses concrètement. Et dans le process est aussi important finalement que le fond. Donc il y a des manières de faire, c'est-à-dire qu'en fait, moi je trouve intéressant de se dire, les journalistes, c'est pas tant les journalistes à qui il faut expliquer comment faire de la publicité native, c'est plutôt expliquer comment aux annonceurs faire du contenu intelligent et donc d'être transparent. C'est l'évangélisation des annonceurs pour moi le plus important. Vous ne mentez pas au lecteur, jamais, en aucune façon. Vous êtes transparent sur votre message, etc. etc. Donc c'est l'évangélisation des annonceurs. Et effectivement, les agences à côté font cette évangélisation. Et je pense que c'est important de le faire, mais au-delà même du nativade, en général. La publicité native, elle existe depuis longtemps en presse féminine ou en presse informatique. Quand on met toute une galerie de produits à côté d'une publicité, évidemment que c'est du nativade caché. Donc la question, elle est surtout de convaincre l'annonceur qu'il y a des choses qu'on ne fera pas, il y a des sujets qu'on ne traitera pas, il y a même des annonceurs qu'on ne traitera pas, pour lesquels on ne fera pas ça. Donc oui, le nativade, bien sûr, sous certaines conditions, et notamment celle-ci. Merci. Alors je vais revenir vers vous, Benoît Campagne. Justement, on parlait de ces notions de final cut, de rapport entre rédaction et annonceur. Il y a eu au sein de l'Express un communiqué d'un syndicat, le syndicat national des journalistes, exprimant des réserves, rappelant qu'il y avait certaines frontières, etc. Comment, au sein même de votre site ou de votre groupe, on gère aujourd'hui cette situation ? Alors effectivement, oui, il y a eu un communiqué, comme vous le dites, du SNJ pour alerter la direction de la rédaction de l'Express, je crois, au début de l'été. Actuellement, les discussions sont en cours. Et moi, en fait, je ne sais pas du tout où ils en sont, puisque c'est vraiment avec la direction de la rédaction, et ça ne concerne même pas ma rédaction à moi, enfin toute la partie finance. Donc pour l'instant, moi, je ne sais pas où ils en sont. Mais quand ils auront abouti... quand il y aura une réponse de la direction de la rédaction, et ben, je pense que ce sera communiqué. Vous me disiez que finalement, selon vous, le native advertising posait pas de problème aux journalistes, mais que ça en posait aux publicitaires qui pensaient que les journalistes étaient très réticents. Oui, et en fait, ça en pose à la régie qui pense qu'en arrivant, en proposant, je reprends l'exemple de Bifferbank, mais on peut en prendre d'autres, en arrivant à la rédaction en disant, voilà, on a ce projet-là, eux, ils arrivent en se disant, les journalistes vont faire la gueule, ils vont nous dire qu'on est en train de déraper, que la pub arrive dans les contenus. Or, en fait, dans la rédaction, nous, on est conscient quand même que la publicité, c'est important, puisque c'est aussi une économie, c'est une industrie, on est obligé de tourner, de vivre, d'avoir des salaires. Donc, on sait qu'il va falloir le faire. Après, il faut le faire intelligemment, donc on en a parlé. Dans la rédaction, on n'a aucun problème, parce qu'on sait qu'on maîtrise le discours, et on sait que le contenu arrive sur le site, et qu'on peut dire non, ça, on passe pas. C'est déjà arrivé ? C'est-à-dire ? Vous avez dit non ? Et c'est arrivé plusieurs fois de dire non à des sujets parce que ils étaient pas à jour ou hors charte établie au préalable. Donc on dit non et la réponse est comprise. C'est-à-dire que ça passe pas. Merci. Stéphane Martin, je reviens vers vous parce que je voudrais quand même que vous nous fassiez une petite plongée dans l'histoire. Plongée dans l'histoire parce que les relations entre une marque ou des financiers et des médias ont parfois eu des conséquences désastreuses. Je pense au début du siècle, le scandale de Panama, mais sans remonter jusque-là. C'est vrai qu'il y avait, quant à la libération, loi de 44, on parlait des puissances d'argent, on faisait bien référence à tous ces articles, ces avis qui étaient achetés au profit d'une cause qui pouvait être ou économique ou politique. Oui, on fera brièvement basculer quelques décennies, mais c'est vrai. Bon, pour rappel, mais ici on est quand même, tout le monde le sait ici, donc les premières pubs arrivent en 1827 en France, dans la presse.
Elles arrivent tout simplement parce qu'il y a déjà les frais postaux qui sont multipliés par 2,5 et donc les éditeurs de presse se disent bon, il faut que je trouve d'autres sources. Donc voilà, les annonces arrivent par là parce qu'on avait déjà besoin d'argent aussi à l'époque. Elles arrivent et elles sont par contre un peu casées vers la fin des titres pendant très longtemps. Mais c'est vraiment à partir de 1836, Girardin, la presse, que les annonces commencent à trouver une place un peu plus moderne et qui va conduire aussi au fur et à mesure des développements économiques, puisque la publicité est liée clairement au développement économique, à ce que, notamment, arrivent des besoins financiers. L'État a toujours eu besoin d'argent, mais pas seulement, mais pour les chemins de fer, et donc qui étaient des entreprises privées. Mais enfin, il y a eu des emprunts, et les premières dérives sont apparues à ce moment-là, évidemment, avec des problématiques liées beaucoup aux financiers, c'est vrai, aux annonces financières. Et donc, c'est pour ça que c'est très bien d'avoir, évidemment, l'Express Votre Argent, puisque c'est toute cette histoire-là d'investissement est lié au fait que beaucoup d'entreprises, et même jusqu'au scandale de Savinsky, enfin l'affaire Savinsky, sont liées souvent quand même à des problématiques d'annonces, notamment de placements faramineux, mais les gens disparaissaient très vite après, une fois après avoir emmagasiné l'argent. Donc c'est vrai que tout le contexte avait conduit à notre naissance, puisqu'on aura 80 ans l'année prochaine, donc de l'Office de contrôle des annonces en 1935, tout simplement parce que les autres annonceurs, qui n'étaient pas justement ceux-là, et déjà les annonceurs de la distribution, de l'automobile et autres, s'étaient dit on va un peu s'auto-réguler, nous, éditeurs de presse, nous, annonceurs et nous, agences, pour éviter donc des problématiques et cette immixtion, en tout cas, de contenu, voire de rédacteurs achetés pour orienter les investissements des pauvres épargnants français de l'entre-deux-guerres. Donc arrive évidemment la guerre. Bon, nous, notre activité évidemment est suspendue en 40, mais dès 44, c'est vrai, dès l'ordonnance de 44, il y a clairement un article qui vise à créer cette notion qu'il faut identifier la publicité et qui vise particulièrement aussi la publicité financière. Donc cette ordonnance de 44, elle a été recodifiée en 1986 dans le Code de la presse, donc elle est toujours applicable. Il y a toujours un article légal qui impose pour la presse le mot publicité ou publi-reportage ou en tout cas assimilé. Et ce principe, évidemment, on va le retrouver avec les problématiques de la télévision. La télévision n'était pas non plus exempte de publicité clandestine, comme on dit plutôt, publicité clandestine dès sa naissance, fin 40, 49, le début de la télévision, les années 50, 60, là encore, télévision avec une petite redevance, il n'y avait pas de publicité, puisqu'elle n'est arrivée qu'en 68, et donc il y a déjà eu des scandales de publicité clandestine dans les années 60, qui ont conduit finalement à créer l'écran publicitaire bien identifié que vous connaissez tous à la télévision. C'est la loi, c'est le législateur qui a imposé cette claire identification parce qu'il y avait eu des dérives avant. Donc, et sur Internet, la loi de 2004, la LCEN, la loi dans la confiance de l'économie numérique, rappelle aussi clairement cette notion d'identification de la publicité. Donc en parallèle des engagements que les professionnels ont eus et sont pris depuis bien longtemps, parce qu'ils ont bien vu que la confiance dans les marques, mais aussi dans les marques médias, allait vite chuter, si évidemment on ne dit pas qui on est, si on ment dans les problèmes financiers. Et donc très vite, la déontologie finalement est venue, mais par un bon sens. Et c'est pour ça que l'autorégulation tient toujours. C'est tout simplement, c'est du bon sens. C'est parce que si le business doit pouvoir continuer, il va s'écrouler si évidemment on ne respecte pas à minima ces règles déontologiques, avec la problématique dans le cadre du brand content et du native advertising que évidemment, nous avons de nouveaux auteurs des publicités qui doivent intégrer l'autorégulation et les recommandations que les professionnels se sont fixées. Donc c'est un joli challenge, c'est qu'on a un public beaucoup plus large de rédacteurs qui doit savoir que sur le développement durable, vous avez cité typiquement Areva par exemple, il y a évidemment une recommandation très riche sur le développement durable, sur ce qu'on peut dire, pas faire, ce qu'on doit proportionner, la proportionnalité. Donc il y a toujours cette régénérescence de nouveaux acteurs. Donc pardon, mais la RPP s'applique donc aussi au native advertising et on vérifie, il y a une sorte de fact-checking
à votre niveau? On fait surtout avant tout, c'est du préventif. Déjà, dire, comme ici, il y a des règles. Déjà, on n'a pas besoin de réinventer le monde. Hein. Il y a 75 ans de code mondial de pratiques loyales qui sont évidemment actualisés. Et il y a à l'ARP en France, comme dans tous les pays européens, des codes éthiques sur tous les contenus, sur l'image de la femme, la sécurité, les enfants, etc. Donc, c'est déjà... et ce socle n'est pas fait comme ça, il ne vient pas comme ça. Hein. Il a été rédigé au fil des ans par nos aînés et maintenant par nos jeunes arrivants, et il tient compte surtout des problématiques d'annonceurs, d'agences et de médias. C'est cette force de la tripartite, c'est que ce n'est pas qu'une policies de tels grands groupes Internet, qui s'appuie évidemment sur des mêmes règles, mais c'est bien partagé entre tous les acteurs. Donc c'est vrai que ces problématiques sont nouvelles et sont un challenge pour tout le monde, mais nous, notre travail, il est avant tout de conseiller ceux qui veulent nous voir et venir nous voir, non pas pour freiner, non pas pour auto-censurer finalement, parce que parfois on entend la même chose, certains se disent « Oh, je ne sais pas si je peux, donc je préfère même pas le faire », alors que ce n'est pas l'idée, c'est de venir nous voir pour savoir. Et puis ensuite, c'est évidemment peut-être de contrôler, puisque l'autorégulation n'est efficace que si elle a des dents. Hein, évidemment, elle a une certaine force contraignante, d'une certaine manière, et c'est pour cela que c'est la réforme de BVP en ARP en 2008, c'est d'avoir institué un jury de déontologie publicitaire, qui est une instance associée, mais dont les membres sont indépendants et impartiaux, autant des publicitaires, des annonceurs, des médias, que même des associations d'ailleurs, qui peuvent avoir leurs propres agendas. Et pour être clair, il faut être saisi par un internaute pour examiner à la loupe. Voilà, une seule plainte suffit, hein, bien sûr, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une saisine, mais une saisine au regard des textes déontologiques, bien sûr. Il y a les juges, il y a le CSA pour l'audiovisuel, il y a la DGCCRF, enfin, ça n'est évidemment que complémentaire à ce cadre légal que j'ai rapidement brossé. Je me pose quand même une question simple, mais vous avez cité Arriva, il y a des annonceurs qui ont une puissance de feu considérable, c'est-à-dire en matière de production, de vidéos, d'études, d'apport d'informations. Ils sont en mesure de manipuler l'opinion, disons les choses clairement. Donc, à ce moment-là, comment on peut contrôler la véracité simplement des informations qui sont données, ou que l'orientation du message n'est pas strictement manipulatoire? Il faut déjà avoir connaître bien la force de résistance quand même des récepteurs. Les récepteurs des messages sont quand même intelligents, et a fortiori avec les outils, ils ont un moyen très fort, et y compris évidemment d'abîmer une marque si elle était prise les doigts dans la confiture. Donc c'est évident qu'il faut aussi miser sur ces contre-pouvoirs qui se sont démultipliés, qui ont toujours existé bien sûr, mais qui existent sur ces contre-pouvoirs. Donc après, la marque, quelle que soit sa puissance, elle n'a pas non plus un intérêt. Elle est aussi là pour être pérenne, hein, comme une marque média. Elle n'a pas envie de s'arrêter. Alors il peut y avoir un jeune ou un moins jeune à l'intérieur de l'entreprise qui se dit, de toute façon, c'est ma carrière, dans 3 ans je fais autre chose, etc., qui peut vouloir faire, et c'est là où il y a une nécessité de sécurité numérique à introduire dans chacune des entreprises, et c'est vrai que certaines, du fait de certains bad buzz et autres, l'ont connu de manière cruelle, mais parce que là, les émetteurs sont aussi des humains, des individus qui parfois peuvent aussi faire du mal à leur propre employeur pour x, y raison. Donc il faut être conscient qu'il y a tous les récepteurs de messages qui sont les contre-pouvoirs, et qui vont tout de suite rappeler à l'ordre une entreprise, il en s'ensuit d'un ou deux, puis il y a les groupes de pression, puis il y a les associations, elles sont, toutes ces grandes entreprises, elles ont peut-être un pouvoir économique important, mais elles ont aussi une exigence de responsabilité, de RSE, qui s'impose souvent à elles d'ailleurs, parce que ce sont des grandes entreprises, donc elles ont même des obligations légales en la matière, et aussi tout simplement de pérennité de la marque. C'est pas pour une seule bonne communication qui serait éventuellement très efficace sur des indicateurs de performance qu'il faut abandonner des décennies de construction de marque, de valeurs, sans même parler d'actionnariat et des salariés qui sont aussi des citoyens et des fournisseurs, et puis bien sûr on est en France, des pouvoirs publics,
publics et de leur possibilité de réglementation, puisque en fait l'autorégulation tient aussi parce qu'elle permet d'être dans un dialogue avec les pouvoirs publics ou législateurs sur cette notion d'équilibre, en disant oui, il y a un cadre légal, c'est nécessaire, n'allez pas trop loin, sinon dans ces cas-là, l'innovation économique ne va pas pouvoir se développer, laisser la place justement aux professionnels de s'autoréguler, c'est-à-dire se fixer leurs propres limites, mais au moins qu'ils puissent se développer. Donc s'il y avait dérapage, il y aura restriction, il y aura loi, comme il y a toujours eu dans le passé, hein, puisque la loi finalement publicité mensongère, il faut le rappeler, elle ne date que de 1973. Ce qui ne veut pas dire qu'avant on mentait dans la pub, c'était de l'autorégulation. Mais il y a un moment ou un autre, il y a eu, voilà, le législateur a estimé qu'il fallait être encore plus ferme sur ce qui maintenant on appelle des pratiques commerciales déloyales. Oui, pardon, Benoît Campagne. Juste rajouter quelque chose, parce que vous parlez de dérapage, et je pense que s'il y a dérapage sur un site média qui sort des contenus de marque, s'il y a dérapage, il y a une sanction qui est immédiate, c'est celle du lecteur. Et nous, sur tous nos contenus, brand content ou pas, tous les commentaires sont ouverts. Et s'il y a le moindre dérapage, donc il y a une sanction, il y a un commentaire désobligeant où les gens vont critiquer, vont arriver en frontal en disant bah là vous nous arnaquez, vous faites passer des contenus pour de l'info. Il y a les commentaires, mais il y a aussi Twitter qui va pouvoir prendre le relais. Enfin, mais signe que les choses ne sont pas très claires donc aux yeux des internautes, puisque... Ah non, mais justement, nous, il n'y en a pas eu. Ah oui, mais oui. s'il y a un dérapage, il y a une sanction immédiate. Et nous, sur le cas de la banque, là, ça fait 3 ans que ça existe et il n'y a jamais eu aucun problème. Et pourtant, les contenus sont vus. Charles Gros, oui. C'est très intéressant parce que je pense à 2 marques avec qui on aimerait travailler. Le leader mondial des montres et une grande banque mutualiste qui en fait n'investissent pas du tout Internet aujourd'hui parce qu'ils ont une peur panique de ne pas maîtriser le contenu. Alors donnez-nous ces marques parce qu'on n'est pas très bon. Non mais Swatch et Crédit Mutuel par exemple, notamment Swatch. Ça fait longtemps que je discute avec eux. Ce sont des gens vraiment entre guillemets très très bien justement sur cette logique de communication publicitaire. Aujourd'hui ils font de la presse, ils font de l'affichage, ils font de la télé, Internet zéro, ou allez une fois de temps en temps. Pourquoi ? Peur de ne pas maîtriser le contenu. On leur dit on peut travailler avec l'Express, Le Point, Le Monde, Le Figaro, on maîtrise totalement les supports. Oui, mais je ne maîtrise pas le contenu à l'intérieur du support. Là ça devient plus dur effectivement. Pourquoi ? Soit je ne veux pas être derrière un article qui va parler de guerre, de racisme, d'alcool, de cigarettes. Bon, bref, fameux environnement. Mais imaginez qui n'est pas très déontologique. Bon, ce sont des Suisses peut-être, mais excusez-moi pour les Suisses, il y en a. Mais donc ils ont une peur panique et ils n'investissent pas. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a 2 types de marques. Il y a les grandes marques qui ont effectivement créé une marque il y a peut-être 50 ans, un siècle, voire plus, qui veulent complètement maîtriser effectivement le contenu, les emplacements où ils vont être. Voilà, maîtriser leur communication publicitaire et ils ont très peur effectivement d'avoir de la destruction de marque, surtout sur Internet. Ça peut aller très très vite. Voilà, le buzz, le viral, les réseaux sociaux, bref, ça va très très vite. Donc il faut maîtriser aussi son contenu quand on est annonceur. Les internautes aujourd'hui, notamment je pense aux plus jeunes, peuvent vraiment critiquer une marque en l'espace de quelques secondes et c'est mondial. Ça fait très peur. Donc c'est important effectivement qu'il y ait une vraie communication entre la marque, les users, les internautes, et puis bien évidemment on oublie aussi une chose, et je reviens sur les questions, en tout cas le débat auparavant, il ne faut pas oublier qu'Internet est gratuit la plupart du temps, même si aujourd'hui les sites de médias ont des offres un peu premium, qui marchent d'ailleurs pour certains très bien, mais le contenu est gratuit. Donc effectivement, derrière, il faut quand même certains revenus qui viennent d'où ? De toute façon, de la publicité, comme la télévision et comme la presse et tous les médias. Alors malheureusement, il y a un truc qui marche un peu moins bien en ce moment, c'est la presse. Moi, j'en suis d'ailleurs désolé parce que j'adore le papier, mais effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus online. Et donc, les régies Internet ont des objectifs de vente, de rentabilité pour supporter effectivement les crises financières un peu du papier. Et heureusement d'ailleurs que l'Internet est là, parce que ce serait triste de voir des beaux supports qui ont été créés il y a très longtemps partir. Mais donc voilà, c'est vraiment une relation aujourd'hui entre la marque, le média,
le user. Et je trouve qu'on arrive aujourd'hui à une vraie communication. Je pense que, alors je ne suis pas intégré aux rédactions, moi je discute beaucoup plus avec les régies aujourd'hui. Ce sont des gens que je connais très bien, notamment les grandes régies premium comme l'Express. Et alors, est-ce qu'elles ont des discussions au jour le jour avec la rédaction? Je l'espère, je pense qu'il faut évoluer aussi. Il y a toujours eu un mur, ce fameux mur entre la rédaction et la régie. Moi, je pense que c'est plus intéressant de discuter, de valider effectivement des contenus, des concepts. Voilà, faut penser futur. Ça avance très vite, Internet n'a que 20-25 ans. Vous imaginez l'ampleur, la révolution que ça a été en l'espace de 20 ans. Ce n'est que le début, ça va très très vite. Donc, continuons à avoir effectivement des annonceurs qui font du business, qui alimentent finalement des régies, qui alimentent effectivement derrière le média papier ou autre, pour que tout ça subsiste dans encore 50 ans, un siècle, et que le user soit content pour plus de contenu, meilleure intégration finalement du contenu marque aussi. En tout cas, moi je milite énormément pour ça, et arrêter effectivement certains dispositifs beaucoup plus malsains, pas identifiés par l'internaute, qui pour moi sont très négatifs finalement. D'accord, alors là c'est effectivement le point de convergence sur bien définir les choses et bien préciser. Avant de vous donner la parole, je voudrais simplement interroger Benoît Campagne, parce que vous êtes quand même le seul journaliste à cette... vous êtes deux, pardon, excusez-moi. Cyril Franck aussi. Et trois avec moi, oui, bon... je ne m'incluais pas dans le débat, mais j'ai peut-être tort. Je voulais simplement vous demander, Benoît Campagne, à Prisma, il y a une pratique qui fait que certains journalistes peuvent aller travailler pour de la production de contenu de marque de façon ou temporaire ou définitive, puisqu'ils ont un département de, je crois qu'il s'appelle ça brand publishing ou quelque chose comme ça. Et or, il y a une charte de déontologie des journalistes qui dit que, qu'il y en a eu plusieurs, mais le message essentiel, c'est toujours que le journaliste ne peut pas servir des intérêts pour lesquels son influence pourrait être exploitée, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette mise à disposition de journalistes au profit d'autre chose que le journalisme stricto sensu? C'est une mise à disposition, enfin vous parlez de Prisma, c'est une mise à disposition, ou est-ce que c'est un département dans lequel les journalistes peuvent aller, c'est un département peuvent postuler en fait, donc oui, absolument. Mais ils changent de métier, oui, quelque part. Mais le retour n'est pas impossible, d'après ce que j'ai cru comprendre. Bon, après, moi, je pense que dans une entreprise, chacun peut changer de département comme il veut. Nous, chez nous, il n'y a pas de département publishing dédié. Et dans la rédaction, personne ne publie de contenu pour les marques, en fait. Donc voilà. Après, moi, je pense aussi, je suis un peu terre à terre, en fait, mais je pense que si le département de brand publishing paye bien, il y en a qui vont y aller, ça c'est sûr, quoi. Et sans revenir dans la presse, parce qu'il y a aussi un petit problème d'avenir dans la presse, donc voilà. Ouais. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça peut être fait que sur la base du volontariat. Ce qui est terrible, c'est effectivement de changer le contrat qu'on a passé avec le journaliste qui ne s'est pas engagé pour ça. C'est vrai que ça peut être un problème. Donc ça peut être fait que sur la base du volontariat et sur des règles bien précises en amont, évidemment. Je voudrais juste revenir sur un point qui me semble clé, c'est sur la notion de qualité et d'honnêteté. Sur la qualité de ce qu'on va produire pour une marque, ça passe aussi effectivement par l'analyse des résultats. Et les résultats, ils peuvent être analysés à l'aune de l'audience qu'on va générer. Et effectivement, je trouve ça très intéressant d'entendre quelque chose qui me fait bien plaisir, c'est à l'aune aussi de l'engagement, donc de critères qualitatifs. Aujourd'hui, la presse en ligne, me semble-t-il, a un problème qui est quand même celui de l'évaluation de cette qualité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le seul critère qui compte, il est quanti. C'est le nombre de visiteurs uniques par mois.
c'est le nombre de pages vues, c'est le nombre de visites éventuellement. Voilà. Ce critère quanti, il me semble totalement dépassé, ne plus correspondre tout à fait à ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai enjeu sur Internet et sur le digital en général, il est de pouvoir évaluer cette qualité de l'audience. Il passe aujourd'hui par le nombre de partages, de Twitter, etc. Et c'est pas pour rien que Google le prend en compte de plus en plus aussi. Hein, c'est pas un hasard. Évaluer cette qualité, c'est central. Ça veut dire que quand on va faire du native ad ou qu'on va faire du contenu en général, il faut aussi se mettre tout à fait d'accord avec l'annonceur et lui dire, voilà, moi je vais faire un contenu de marque, mais je te préviens, j'ai des objectifs de rendement, aussi d'audience, et pas simplement quanti, quali également. Je vous dis, moi j'ai clairement un objectif de 3% d'engagement sur ce papier et de temps de visiteurs ou de visites. Voilà. Et derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il va falloir être bon pour le lecteur, mais aussi il va falloir évidemment négocier avec l'annonceur. L'annonceur, il est gagnant, parce que derrière, il aura un article qui va se viraliser, il va être beaucoup plus efficace, et le lecteur sera content parce qu'on ne lui aura pas menti, parce qu'il aura un engagement fort sur ce contenu. Donc là, c'est gagnant-gagnant. Donc le critère d'audience quanti-quali, il faut le mettre dès le départ dans la balance de la négociation avec l'annonceur. Oui, je pense effectivement que c'est une très bonne opportunité parce que la qualité du contenu, et on le voit, et je pense que quand on a un contenu de qualité, ça ne pose absolument aucun problème aux rédactions et aux journalistes de le diffuser. Parce que on a des exemples, par exemple, une marque qui est assez intéressante, qui est Red Bull. Aujourd'hui, je connais personne qui a refusé de diffuser du Red Bull. Aujourd'hui, Red Bull fait du contenu extrêmement qualitatif. Donc c'est limite un honneur de pouvoir diffuser un contenu Red Bull sur un média affinitaire. Et je pense que, et nous on l'a vu parce que là on a fait plus de 500 campagnes de native advertising, on le voit, la force du contenu est assez extraordinaire. Si on a un contenu de qualité, l'engagement qui va être généré par les utilisateurs en termes de temps passé, de partage est justement énorme et va être décuplé par rapport à une diffusion d'un contenu qui va être mal adapté, pas trop justement dans une logique publicitaire et pas assez dans une logique de brand content. Bonjour, Yann Guégan dans mon labo. Je me faisais la réflexion en entendant le débat que quand on parle de brand content ou de publi-reportage, tout le monde est d'accord sur le principe entre les journalistes et les régies et les annonceurs. Tout le monde veut faire du qualitatif, tout le monde veut que la qualité du média soit respectée. En général, ça fait des réunions qui se passent très bien. Le problème, c'est qu'ensuite, un peu comme Cyril l'a évoqué, ensuite il y a le process. Et dans le process, on se retrouve avec, moi je l'ai vécu, de temps en temps, avec un journaliste qui veut protéger sa marque, qui veut protéger le travail de ses rédacteurs, et puis un commercial qui veut placer l'annonceur. Et voilà, on parlait des mentions, par exemple, suggérées par, sponsorisées par. Moi, j'ai des commerciaux de régie publicitaire qui ne voulaient pas mettre, par exemple, publier reportage. On leur disait, on est d'accord pour mettre ça, parce qu'effectivement, on est journaliste, on sait que nos salaires coûtent de l'argent, il faut bien trouver de l'argent quelque part. Mais on veut quand même une mention publi-reportage qui soit pas... Et là, on nous dit, oui, mais publi-reportage, c'est pas très bon pour le contenu, l'annonceur va pas être content, etc. Bref. Et ça se termine par une négociation qui est assez simple. D'un côté, vous avez un commercial qui apporte 5, 10 000, 15 000 euros. Et de l'autre côté, il y a un journaliste qui apporte quoi? Qui défend l'image de marque du média. Et au-dessus, vous avez un directeur général qui dit, bon, bah, l'image, c'est peut-être chouette, mais enfin là c'est 10 000 euros en plus pour mon budget. Et dans cette relation qui est très déséquilibrée, même si on a des acteurs comme ceux qui sont réunis aujourd'hui, qui sont sincèrement convaincus de vouloir faire de la qualité, de vouloir respecter les identités et les priorités de chacun, au quotidien, on glisse vers les mentions deviennent de plus en plus petites, le logo de l'annonceur disparaît, on ne met pas de lien vers... voilà. Et au final, on a des contenus qui se confondent de plus en plus. On le voit aux États-Unis, sur BuzzFeed par exemple, ça devient même microscopique la mention qui dit en fait cet article, ce n'était pas un article de journaliste, c'est un article payé par la marque. Est-ce qu'on ne raisonne pas là dans un monde assez idéal avec des exemples comme celui de votre argent? Effectivement, tout le monde a envie de dire ok, moi je signe sans problème pour ce type de fonctionnement, sauf qu'en réalité, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, loin de là. Qui veut répondre?
Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Il y a une pression de toute façon économique qui est très forte et elle n'est pas nouvelle. Enfin, je veux dire, elle existe de toute façon, nativade ou pas, dans la presse féminine ou high-tech que j'évoquais, c'est pareil. À un moment donné, il y a une pression pour coller la pub à côté, enfin, pour éditorialiser un tout petit peu le dossier qui précède la pub. Donc évidemment qu'il y a une pression économique forte, évidemment que derrière, on ne pourra pas empêcher les dérapages. Et les dérapages, on les voit, je suis d'accord avec toi, j'ai vu des choses assez claires. Après, c'est les marques médias et donc la direction de très haut qui doit décider et d'être très très ferme là-dessus, de dire voilà, moi je donne le final cut au journaliste, au rédacteur en chef. Par contre, je vais faire en sorte que le journaliste, rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction, il soit quelqu'un d'assez ouvert, c'est-à-dire qu'il m'apporte des arguments. Donc voilà, ça part d'en haut en fait. Si là en haut on n'est pas soutenu, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est pas une question de native ou pas, c'est une question du titre en général. Et on voit des dérapages dans la presse féminine, dans la presse high-tech, et c'est pas nouveau. Voilà. Donc moi je pense qu'effectivement il y a un risque très très clair et je l'ai vu. J'ai eu la chance d'avoir des directeurs de la rédaction qui m'ont soutenu quand j'ai dit non, je fais pas ça. Pourquoi ? Parce que là il y a, voilà, par exemple sur le mensonge, on dit ouais, je suis honnête sur mon article, mais il n'y a pas que le mensonge sur l'article ce qu'on raconte, il y a aussi le mensonge par omission. Concrètement, si un jour on m'a demandé de faire un dossier pour Microsoft où je comparais les différents lecteurs. À l'époque venait d'arriver l'iPod et il lançait le Zune. J'ai dit oui, mais je ne vais pas faire un comparatif sur le Zune, ils vont en prendre vraiment plein la face. Donc je ne vais pas faire ça. Alors je lui ai dit à l'annonceur, vous voulez vraiment que je fasse un comparatif ? Et il m'a dit non, parce qu'on voudrait. Voilà, est-ce que vous pourriez dire les avantages du produit ? Je dis non, je ne vais pas faire ça. Parce que vous n'allez pas être gagnant, vous n'allez pas être content, et mon lecteur ne sera pas content si j'enlève la mention de l'iPod. Là, clairement, il y a aussi des négociations. Et quand j'explique ça à mon directeur de la rédaction en disant, écoute, non, je ne fais pas de comparatif sur ce truc-là, parce que c'est un mensonge par omission, il me dit, ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Je dis, je ne vais peut-être pas traiter de ce produit, il y a d'autres produits de Microsoft que je trouve super, on va plutôt traiter cela. Oui, mais alors le risque, moi je suis annonceur, j'ai 25 rédactions qui peuvent prendre ou pas ma campagne. Dans les 25, il y en a 2 ou 3 où il y a un Cyril Franck, où il y a en gros un type qui renacle et qui dit je veux pas faire ce que vous voulez, et on doit être dans la négociation, on doit être dans la discussion. Et il y en a toujours 5, 10, 15 qui vont dire bon bah ok, moi je prends ça. Au final, on le fait une fois, on va voir ces emmerdeurs avec plein de guillemets une ou deux fois, puis après la prochaine fois, les prochaines campagnes, on va pas s'embêter à aller voir des oiseaux qui prennent des pincettes dès qu'il s'agit de contenu de marque ou de brand content. On va aller voir des gens qui passent ça sans réfléchir, et on sait qu'il y en a, on sait qu'il y a plein de rédacs où les mecs se battent plus et vont plus aller au clash parce que quand on leur impose tel ou tel publi-reportage ou tel truc, ils vont dire ok, ça passe. Et structurellement, la relation, elle est quand même, vu l'état de la presse aujourd'hui, elle est quand même ultra asymétrique, quoi. C'est qu'on a des annonceurs qui ont un pouvoir très, très important. Ça n'empêche pas qu'après qu'il y ait des très belles campagnes, qu'il y ait des gens qui travaillent en très bonne intelligence et qui fassent du très bon contenu. Et là-dessus, j'en suis persuadé, je ne remets pas ça en cause. Mais je pense qu'au quotidien, c'est pas aussi rose. Je voudrais juste ajouter une chose là-dessus. Je pense qu'il y a des supports médias qui sont quand même de très très bonne qualité et qui mettent justement ces mentions. Et je pense que les grandes marques ont envie d'être plutôt sur ces supports-là. Et je pense que ça joue le jeu, objectivement. Après, ces mêmes supports font des choses que je trouve beaucoup plus dérangeantes, moi. Et ça, pareil, je milite assez pour ça. Et c'est arrêtons d'avoir un peu des sapins de Noël sur les sites. Le sapin de Noël, c'est quoi ? On est même sur un site de très très grande qualité journalistique, mais il y a 10 bannières par page, il y a ce qu'on appelle des interstitiels, il y a des pop-up, il y a des pop-under, on parlait de site under, bon bref, il y a énormément de publicité. Et ça, je trouve que ça gâche la lecture totale pour un internaute. Et aujourd'hui, on en discute énormément avec les marques et également avec certains éditeurs pour essayer de réduire le nombre d'impressions par page publicitaire, excusez-moi pour les termes un peu plus techniques, donc de tags finalement, pour se dire autant avoir des bannières en haut de la ligne de flottaison, bien visibles, avec des formats impactants, peut-être intégrer du contenu, que ce soit activable quand on passe la souris dessus, bon bref, quelque chose qui va être lié à l'activité finalement du user, et vendre ça beaucoup plus cher. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a énormément d'impressions publicitaires, on parle d'invendus publicitaires, donc des régies qui vendent aux alentours de 60-70% de leur espace, mais il y a donc 30 à 40% qui ne sont pas vendus, et le reste est vendu ou c'est vendu pas cher, donc peut-être il faut réduire le nombre d'impressions. Le user sera bien plus content, l'annonceur sera prêt à payer peut-être beaucoup plus cher parce que ce sera qualitatif. Donc finalement, au global, le revenu sera peut-être le même. Après, ce sont des choses... Alors, certains ont entamé un peu ces réflexions, ou même sont passés un petit peu à l'acte. Mais en tant que professionnel des médias, moi, je conseillerais en tout cas les éditeurs de passer par là. Et j'en suis sûr que je pourrai aller vendre derrière à mes annonceurs des prix plus élevés. Parce que
on a peut-être une place en exclusivité pendant un certain temps, ou voilà, je ne suis pas en face de mon concurrent, parce qu'il y a des problématiques. Volkswagen n'a pas envie d'être en face de, je sais pas, d'un Renault ou d'un Citroën. Donc il y a plein de problématiques comme ça. C'est vrai que les médias, c'est assez compliqué, et je pense que tout ça fera que le user sera plus content, et reviendra peut-être sur le site. Alors qu'on peut perdre des visiteurs uniques, on parlait de visiteurs uniques, hein, parce que voilà, je me suis pris 40 bannières dans la vue, c'est fatigant, je regarde un spot de vidéo, j'ai 3 spots de publicité avant, pensez à un TF1 par exemple, même s'ils vendent ça très très bien, mais bon, donc il y a des réflexions à avoir tous ensemble, je pense, pour améliorer finalement le contenu, et puis derrière toujours le revenu, hein, parce que pas de revenu, pas de contenu malheureusement. Oui, Marc Maintré, Mediatrend. En fait, je suis très mal à l'aise là, à écouter tout le monde. Parce que, en fait, on parle de porosité, on va travailler ensemble, d'équilibre, de rapport de force entre la publicité qui est donc, on va dire, supérieure par rapport aux journalistes. Donc il y a un déséquilibre. Faut pas se raconter d'histoire, etc., etc. Porosité et déséquilibre égale, il y a quelqu'un qui perd. C'est pas compliqué. Celui qui perd, c'est le journaliste. Ou plus exactement, c'est l'information. Et je dis ça parce que c'est un vrai problème aujourd'hui, je veux dire, au moment où tous les médias, l'information, tous les médias perdent leur crédibilité, je veux dire. Et en fait, à faire ce petit jeu, certes qui rapporte à très court terme, je veux dire, au bout du compte, je veux dire, tous les médias vont perdre leur crédibilité, les journalistes aussi. Et bon, d'accord, on aura des très jolis produits, etc., mais on n'aura plus d'informations. Cyril Franck, peut-être, une réaction? Alors oui, c'est vrai qu'il y a clairement un risque, et ce que disait Yann est tout à fait juste aussi. Il y a une pression économique très forte dans le contexte actuel, et aujourd'hui, le déséquilibre, il est, me semble-t-il, assez notoire. Ça passe aussi, alors je pense qu'il y a des manières de faire, et par exemple dans l'exemple que tu donnais, que tu dis non une première fois, la deuxième fois tu vas accepter, etc. Je rejoins la question de Marc. C'est aussi, je pense que c'est une collaboration qui doit être globale. C'est-à-dire qu'à la fois il faut être super ferme sur les trucs, et donc effectivement arrêter de faire certaines choses, et en même temps collaborer davantage. J'évoquais le calendrier éditorial partagé, des marronniers, etc. Ça va même plus loin, ça va même par le fait de donner les audiences les éventuels qu'on a fait sur les sujets précédents. Et donc derrière, ça veut dire que non seulement on n'est pas là juste pour dire non, on est là aussi pour dire là je vais faire quelque chose, là je te dis qu'on va faire de la valeur et je vais t'apporter du revenu aussi. Donc l'information, elle est pas perdante dans la mesure où on a gardé je dirais, ces règles absolues. Voilà, c'est une information qui va rendre service, et on a apporté du revenu à la marque, à l'entreprise. Donc à ce moment-là, c'est gagnant-gagnant. Sur la notion de l'information qui perd, il y a clairement des sujets sur lesquels il ne faut pas faire de brand content. Ça, j'en suis sûr. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas. Et là, si la marque vous dit qu'il faut le faire, ça va être très compliqué. Et là, on est perdant, oui. Attends, tu vas me dire sur lesquels il faut faire du brand on peut content faire et sur lesquels tu ne peux pas en faire. Je vais te dire, je vais te donner un exemple précis. Pour reprendre l'exemple de Microsoft, qui avait une gamme de produits sur laquelle ils voulaient communiquer. L'idée, c'est qu'on arrivait en réunion, on dit voilà, la gamme des produits qu'on lance en jeu. Je dis voilà, moi je vais parler de celui-ci et celui-ci. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils sont bons, parce que je les ai testés, parce que j'ai des choses à dire. Et là, oui, à ce moment-là, je demande à l'annonceur, qu'est-ce que tu peux me donner comme information avant, là-dessus? Et en fait, on refait du journalisme. Est-ce que tu as des visuels? Est-ce que tu as de l'information précise? Est-ce que tu as des bonus? Est-ce que tu as des... Et ça redevient de l'information. Donc la question que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est pas tant le journaliste à qui on demande de faire de la marque, il faut surtout convaincre l'annonceur de se comporter autrement vis-à-vis de la publicité. C'est ça, à mon avis, le cœur du truc. Et à cette condition seulement, ça peut fonctionner. Je reconnais que c'est pas facile. Une autre question, monsieur. Oui, bonjour. Claude Cholet au GIM. Hier, Philippe Merlan faisait une conférence sur le journalisme. Il me disait, il faisait un certain nombre de critiques. Il me disait, mais bonne nouvelle, la muraille de Chine entre régie et rédacteur existe toujours. Bon, malheureusement, Philippe n'est pas là, sinon il aurait appris que la muraille de Chine était tombée. Donc, deux questions. Est-ce qu'il y a des exemples d'accidents publicitaires, autrement dit de destruction de valeur à la suite du native advertising malheureux et qui s'est mal passé? Ça, c'est la question 1. Question 2, Cali
Quanti, moi je vois très bien le nombre de clics, même alors, on raffine la longueur du clic. Comment je mesure vis-à-vis de user le quali? Alors peut-être sur la deuxième question, Charles Legros ou Charles de Fontaine, sur la mesure de la qualité. En fait, on mesure la qualité sur la redirection vers laquelle on va renvoyer l'utilisateur et en fonction de si c'est un contenu, on va dire, éditorial, on va mesurer le temps passé qui va être sur cette page éditoriale. Si c'est une vidéo, on va regarder ce qu'on appelle le taux de complétion sur la vidéo, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont regardé la vidéo en entier par rapport à ceux qui l'ont lancé. Et pareil, si on est renvoyé vers un site vers l'extérieur, je pense notamment à des opérations un peu plus spéciales sur une création d'un mini-site de la marque. On va regarder aussi le nombre de pages qui vont être vues sur ce site et donc ce qu'on appelle le taux de rebond, donc c'est-à-dire les gens qui vont repasser du temps sur d'autres pages. Oui, c'est vrai qu'en fait, en général, quand on parle de quali sur des volumes très importants d'audience, on est bien obligé de repasser par de la statistique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les process pour faire autrement. Mais effectivement, il y a le temps passé, qui est un indice de qualité. Il y a le nombre de pages vues par visiteur unique, donc c'est-à-dire l'engagement. Il y a la récurrence de visites, nombre de visites sur un même visiteur sur une période donnée. Tout ça sont des indices à la fois quanti et quali, entre guillemets. Il faudrait ajouter à cela, effectivement, les partages sociaux, les partages sur les réseaux. Il faudrait ajouter à cela, éventuellement, les commentaires et l'analyse quali, pour le coup, des commentaires. Là, on arrive sur des opérations sur la native ad, bien entendu, qui sont intéressantes, qu'on peut faire. Voilà, on peut évoquer auprès d'un annonceur, OK, on a fait un petit peu moins d'audience, mais regardez un petit peu dans quel contexte vous recirculez. À l'échelle d'un média, honnêtement, j'y crois pas beaucoup de faire l'analyse sur tous les contenus produits pour arriver à... Ou alors, c'est que les technos n'existent pas encore. Mais l'analyse quali pour aller évaluer tous les contenus qui sont produits pour les vendre à une régie, ça paraît compliqué. Mais rien que s'appuyer sur les critères quanti, mais qui mesurent un peu la qualité, ça serait déjà pas mal. Et sur les accidents industriels, alors, est-ce qu'il y en a des accidents industriels de native ad? J'imagine qu'on les mesure un bad buzz sur les réseaux sociaux, hein, j'imagine que c'est ça. Il n'y a pas, de votre connaissance, de... Ça, c'est clairement dès qu'il y a un bad buzz, je pense au dernier en date, qui est celui d'iPad sur la sortie de son dernier téléphone. En l'occurrence, à ma connaissance, Apple n'avait pas fait de native advertising, mais s'il y avait eu un cas de native advertising lié à ça, de toute façon, en fait, le buzz, il se fait surtout généralement sur le produit ou sur la marque. Après,